La planète meurt, c'est une fatalité. Voilà ce que vous font croire les éco-terroristes. Mais nous, à Pentex, nous ne nous satisfaisons pas de la fatalité. Nous investissons des millions pour la recherche, afin que vous puissiez toujours profiter de vos produits, de vos séries télé, de vos jeux vidéo, de vos plastiques, car vous le savez, sans Pentex, sans nous, votre petite vie ne serait rien, alors dépensez, consommez, gâchez, détruisez, brûlez. Pentex sera là, le verre sera toujours là, toujours. Jamais un garou ne laissera Gaïa mourir. Défendre le cairn, déchirer la chair de nos ennemis, chanter la litanie, hurler à la lune. La terre-mère est là pour nous, et nous mourrons pour elle. La rage vaincra toujours, toujours. Bienvenue dans cette vidéo de présentation du jeu de rôle Werewolf l'Apocalypse. Ce jeu a été amené en France par Arcane Asylum Publishing qui finance cette vidéo de présentation. Werewolf est un jeu de rôle d'horreur environnementale et spirituelle. Il se situe dans le monde des ténèbres et partage donc l'univers de Vampire la Mascarade et Hunter le Jugement. Les joueuses incarneront des loups-garous qui devront défendre la terre-mère en tentant de ne pas céder à la rage ou au désespoir. Je précise que cette édition est une relecture complète de l'univers de Werewolf. Donc c'est idéal pour découvrir ou redécouvrir ce JDR poilu. Ah, et comme souvent avec les JDR que je présente, Werewolf l'Apocalypse est un JDR mature qui traite de sujets importants. Ce n'est donc pas pour tout public, vous êtes prévenus. Bien, il est maintenant temps d'expliquer ce qu'est un loup-garou. Avant toute chose, non, ils n'ont pas besoin d'attendre la pleine lune pour se transformer. Ils peuvent le faire quand ils le souhaitent. Oh, et ce ne sont pas forcément des humains à la base, certains sont nés loups. De même, cela ne se transmet pas par la morsure. Ils s'appellent garous aussi, entre eux. Ce sont des créatures fortement liées à la nature, poussées par un désir de protéger Gaïa, la terre-mère. Mais ce sont aussi des créatures influencées par leur côté animal, la rage, qui est une force implacable, un vrai moteur, une puissance qui les nourrit littéralement de pouvoirs incroyables. Cependant, gare aux garous qui s'oublient dans la rage, car ils risquent de tomber dans la frénésie ou l'oglosque, un état de colère destructrice. De même, un garou qui ignore sa rage et se tient loin de sa passion dévorante risque de perdre toute motivation et de tomber dans l'arano, une sorte de lassitude dépressive. Et c'est là tout le principe du jeu, arriver à agir, à faire changer les choses sans pour autant tout détruire. Car les garous sont de véritables machines de guerre. Ils peuvent se régénérer, voyager dans le monde des esprits, utiliser des dons, faire des rituels et évidemment, ils ont la capacité de changer de forme. Il y en a plusieurs. Homidé, celle de l'humain qu'on connaît bien, pratique dans la vie de tous les jours. Loupousse, celle d'un loup classique, utile pour se faufiler. Glabro, similaire à celle d'un film comme Wolfman, très forte, mais encore assez passe-partout. Ispo, ressemblant à un immense loup, très violent et très impressionnant. Et enfin, le tank à poils longs, Crinos, près de 3 mètres de haut, des crocs comme mes avant-bras, des griffes capables de déchirer un visage en un mouvement, un véritable monstre sur pattes. Tellement terrifiant d'ailleurs qu'un humain voyant un garou en forme Crinos tombera immédiatement dans un délire, les poussant à fuir le plus loin possible. Et bien souvent, ce délire s'accompagne d'une amnésie permettant aux témoins de ce cauchemar sur pattes d'oublier sereinement ce traumatisme. D'ailleurs, tant qu'on parle du délire, sachez que ce n'est pas un élément gratos pour expliquer qu'on ne parle pas des loups-garous dans les médias. C'est lié à tout un historique et un lore passionnant présent dans le bouquin. Mais ce que j'aime avec ce lore, tout comme celui de Vampire V5, c'est que c'est rempli de trous, de questions, de propositions. C'est bien à vous, joueuses et conteureuses, de définir les détails qui s'adapteront le mieux à votre campagne. Bon, je vous ai révélé les formes des garous, mais tout comme les caïnites, de vampires, il y a plusieurs possibilités de création. Déjà, l'auspice, c'est le signe lunaire du garou. Il va orienter son rôle dans la tribu. Évidemment, c'est une piste, pas une définition stricte. Les ragabaches sont des filous qui remettent les choses en question. Les théurges sont des chamans, proches du monde des esprits. Les philodoxes sont des leaders, des bons médiateurs et juges.
Les Galliards sont des bardes, des experts de la litanie, les chants sacrés des garous. Et enfin, les Arhouns sont des guerriers leaders en temps de guerre. Mais l'hospice n'a pas de sens sans la tribu du garou. Il y en a 11, je ne les citerai pas toutes, mais elles sont très variées et ont toutes un esprit tutélaire, sorte d'animal totem pour cette tribu. Et chacun des 11 esprits tutélaires a une faveur et un interdit. Cela donne de quoi interpréter au mieux son personnage en donnant des bonus ou des malus répondant à la tribu choisie. Quelques exemples de tribus. Le Conseil Fantôme, des chercheurs de mystère passionnés par les savoirs interdits et les secrets. Leur esprit tutélaire est le serpent cornu. Les marcheurs sur verre, des garous utilisant la technologie et vivant dans les villes. Leur esprit tutélaire est l'araignée. Les griffes rouges, des guerriers prêts à tout pour défendre Gaïa. Leur esprit tutélaire est le griffon. Chaque tribu a un panel de possibilités assez étendu et avec la variété proposée par les 11 choix, vous pourrez sans aucun doute créer le ou la garou qui vous convient. Avant de passer au système de jeu, je vais revenir sur quelques détails assez importants et uniques à Werewolf. Déjà, les garous peuvent aller dans le monde des esprits, l'Umbra. C'est une dimension par-dessus la nôtre, très dangereuse et remplie de symbolique et d'esprit. Narrativement, c'est ultra intéressant et ça permet une dimension spirituelle travaillée. L'Umbra peut être merveilleux, énigmatique, mortel ou tout simplement très étrange. À vous de voir comment l'exploiter. Détail assez important, les dons et les rituels. Les garous peuvent utiliser de véritables pouvoirs, leur permettant par exemple de faciliter les échanges avec les esprits, parler avec des animaux, se changer en d'autres formes que le loup, ou plus simplement avoir des griffes terriblement tranchantes. C'est très utile et ça ajoute pas mal d'éléments cool au RP. Autre élément important, comment on joue. Pas les règles, la partie, le scénario. Alors, vous pouvez faire des one-shots. Il y en a d'ailleurs un de dispo dans le livre de base et un autre dans les outils du compteur. Mais honnêtement, tout comme Vampire, c'est un jeu taillé pour des campagnes. Les joueuses créent leur meute et le compteur adapte les problématiques à leur garou. Il y a beaucoup d'outils dans le livre de base pour permettre ça. Que ce soit des quêtes personnelles, la lutte environnementale, l'exploration de l'Umbra, le combat contre les ennemis de Gaïa, la politique des meutes. Pétez la gueule à Pentex, vous aurez de quoi faire. À vous de voir si vous vous orientez plus vers des combats, de l'enquête, de l'exploration, de la politique, du RP, ou bien, encore mieux, un petit peu de tout ça en même temps. Ah, et libre à vous de faire ça où vous voulez. Évidemment, le livre parle beaucoup des USA, mais j'ai fait un actual play en France dont vous pouvez vous inspirer. Donc ne vous limitez pas à la campagne américaine. Les Vosges, la Côte d'Azur, les Ardennes ou même la Bretagne sont de super endroits pour un cairn. Allez, on passe au système de jeu. On est sur du storyteller system, donc le même que pour Vampire et Hunter. On a des points dans des attributs et des compétences. Lorsqu'on tente quelque chose de risqué, on définit le score de difficulté et sous quelles compétences et attributs cela tombe. On additionne les scores et on jette autant de dés à 10 faces. Chaque dé faisant 6 ou plus est une réussite. S'il y a autant ou plus de réussites que ne demande le score de difficulté, alors c'est gagné. Par exemple, mon garou veut intimider un garde pour rentrer dans un bâtiment. C'est une tâche pas si facile, donc le score de difficulté sera de 3. J'ai 3 en sang-froid et 2 en intimidation, je lance donc 5 dés. J'obtiens 4 réussites, mais donc plus que le score de difficulté qui était de 3. J'arrive donc à intimider le garde. D'ailleurs, comme pour Vampire, ça peut se jouer avec des dés à 10 faces classiques, mais je recommande les dés officiels, qui sont super lisibles et pas trop chers vu la quantité. Ça fluidifie vraiment le jeu. Comme vous voyez, c'est un système assez simple qui permet d'ajouter pas mal d'éléments pour renforcer les thèmes du jeu. Déjà, la rage. C'est une jauge de 0 à 5. Les garous dépensent de la rage pour changer de forme, pour régénérer de leurs blessures ou pour utiliser leurs dons. La rage se gagne en hurlant à la lune, en étant provoqué, blessé ou humilié, ou par le biais de rites et de dons. Attention, si la rage dépasse 5, ça fera des dégâts à la volonté du personnage. Et lorsque vous faites une action, vous substituez autant de dés normaux que votre score de rage et vous les remplacez par des dés de rage. Ces dés ont une face comportant une belle rangée de crocs. Et lorsque vous tombez sur ce symbole, votre résultat devient brutal. C'est-à-dire qu'il amène à de la violence, des dommages collatéraux et non prévus. Selon l'action, ça peut être positif, mais ça amènera forcément à des conséquences en plus. Dans le cadre de mon intimidation de garde de tout à l'heure, cela impliquerait par exemple de briser mon téléphone sur le mur ou bien de le gifler, ce qui amènera peut-être la police par la suite.
Bref, c'est une arme à double tranchant. Évidemment, dans le cas d'un échec, c'est encore pire. Bon, je ne vais pas rentrer plus en détail sur le système de jeu, déjà parce que ça prendrait trop de temps, mais surtout parce qu'il faut rappeler que c'est un jeu narratif. Les règles sont là pour aider le récit, pas le contraindre. Avant de conclure, je précise que le livre est plein de bons conseils pour les conteureuses et les joueuses. C'est toujours agréable de voir des astuces sur comment gérer une partie de manière agréable pour toutes et tous. De plus, la DA, la direction artistique, est toujours super belle et les pages sont bien agencées et lisibles. Sans parler de l'édition collector française qui déchire. Donc voilà, moi qui n'étais pas très intéressé par l'univers de Werewolf, eh bien cette édition m'a complètement convaincu, sans aucun souci. Je vous invite à découvrir notre actual play, déjà dispo, pour vous faire une idée de ce JDR en jeu. Et je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'une campagne live aura lieu plus tard dans l'année. Le livre de base est déjà disponible dans toutes les bonnes boutiques de JDR et sur le site d'Arkham Asylum Publishing. Un lien est disponible dans la description. Je remercie encore Arkham Asylum Publishing qui permet cette vidéo et les multiples actual plays qu'on a fait dans l'univers du monde des ténèbres. Je sais que je le dis à chaque fois, mais je le répète, c'est important, je ne ferai jamais ce genre de représentation pour un jeu que je n'aime pas. On se dit à très vite pour de nouvelles horreurs et de nouveaux JDR, et n'hésitez pas à découvrir Sombre Machination, ou pour rester dans le monde des ténèbres, L'étreinte de la nuit, nos contenus JDR de qualité. À bientôt, et n'oubliez pas que pour Pentex, la nature est le seul véritable obstacle au progrès.